Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutman. Radio J. Coralie Abram-Palti, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes bénévole au sein de la section Viso à Vive, donc la section des jeunes femmes de la Viso. Merci Lise, bonjour. Bonjour, alors ce matin nous avons une invitée en direct d'Israël. Il s'agit de Jessie Awizerat que je vous laisse nous présenter. Merci, alors c'est toujours un plaisir de venir ici, même si la période n'est pas évidente en ce moment. Et nous sommes là 2 fois par mois pour représenter Viso France sur notre thématique « Les femmes qui osent ». Depuis les massacres du 7 octobre et le déclenchement de la guerre, la vie des Israéliens a basculé. Et nous tentons de recueillir des portraits de femmes sur place pour être au plus près de leur actualité. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jessie Awizerat, néphrologue, qui travaille à l'hôpital Sheba Tel HaShomer à Ramat Gan, qui est un des plus grands hôpitaux d'Israël. Jessie, vous êtes franco-israélienne, ça fait 6 ans que vous avez fait votre alia. Et depuis les massacres du 7 octobre, les blessés civils et militaires sont nombreux. Il nous semblait important de relater à la fois votre vie, mais aussi les coulisses de votre quotidien en milieu hospitalier. Alors, je voulais commencer par savoir comment vous allez, vous et votre famille, et comment vous vous sentez aujourd'hui. Bon, c'est une question pas si simple. Ici, tout le monde pose la question et personne n'écoute la réponse parce qu'elle est un peu compliquée à entendre. À titre personnel, je vais plutôt bien. On a été assez préservés avec ma famille, heureusement. Et après, au quotidien, je pense qu'un peu comme tout le monde, on passe du rire aux larmes. C'est-à-dire que, voilà, hier soir, on s'est retrouvés à regarder une pub qui expliquait comment faire un garrot en cas de catastrophe par le Magen David Adom. Et puis... juste après, il y avait une émission satirique qui se moquait du mannequin qui a fait cette pub et donc qui était très drôle en hébreu. Donc en fait, c'est un peu ça. On passe du rire aux larmes, voilà. Et bien sûr, notre cœur est avec les enfants et les personnes enlevées à Gaza. Et ça par contre, c'est tous les jours, c'est H24, cette espèce de pression sur le cœur. Alors, au bout d'un mois, on imagine que vous êtes encore dans le traumatisme, vous venez de le dire. Nous le sommes aussi à Paris, je tiens à le dire, et dans la difficulté au quotidien. Alors, vers quoi se tournent vos actions? Alors, bon, d'abord, ma chef de service a vraiment voulu tout de suite qu'on maintienne une routine. On a été, d'abord nous les médecins, dès le premier jour, on a reçu un texto interdiction de prendre des vacances ou de partir de l'hôpital, obligation de venir au travail. Dans les heures qui ont suivi le 7 octobre, le soir même, on a reçu une proposition pour mettre les enfants à l'école alors que l'école était annulée. Voilà. Donc, d'abord, c'était au travail, c'était vraiment rester dans la routine et venir au travail. Vous êtes dans quel service? Excusez-moi, vous êtes dans quel service de l'hôpital? Alors moi, je suis plutôt en néphrologie, donc c'est un patient qui s'occupe des chroniques, mais aussi des choses un peu plus aiguës avec les patients hospitalisés en urgence ou les greffes de reins. Et en fait, tout a été maintenu. Tous les programmes de médecine générale et chronique ont été maintenus pour maintenir le soin le maximal aussi aux personnes qui n'ont pas été touchées par la guerre, mais qui ont besoin de soins en permanence. Voilà. Après, l'hôpital a été réorganisé. Alors justement, est-ce qu'on peut donner des détails des exemples de réorganisation? Il me semble que par exemple, il y a des services qui sont passés dans des endroits plus sécurisés à l'intérieur du bâtiment en sous-sol. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez nous donner? Alors, je voulais quand même rappeler le nombre de patients qui ont été accueillis dans le système hospitalier israélien parce que les chiffres sont quand même assez traumatisants, même pour moi. Il y a eu 7 977 blessés qui ont été accueillis dans les hôpitaux israéliens depuis le 7 octobre. Il y a actuellement encore 349 hospitalisés dans mon hôpital. Il y a eu 380 personnes qui sont arrivées en situation sévère, 688 en situation intermédiaire et 511 personnes qui ont été hospitalisées pour des situations psychiatriques. Donc soit des crises d'angoisse, soit des décompensations. Décompensations. Et puis 130 décès dans l'hôpital, bien sûr, en plus des autres. Voilà. Et actuellement, dans mon hôpital, alors l'hôpital Tel HaShomer, il est spécialisé depuis toujours
dans la rééducation. Et c'est un hôpital qui a une base militaire et qui a toujours été lié à l'armée. On reçoit beaucoup de patients de l'armée de manière en général. Hein. Tous les soldats sont suivis à Tel HaShomer pendant leur service militaire, etc. Et là, en fait, ils ont ouvert un service spécial dont je viens de voir à l'instant le nom. Je pensais qu'il s'appelait Rééducation Soldats. Et en fait, ils l'ont appelé On revient à la vie. Ah oui, c'est beau. En hébreu, comment ça se dit? Chozrim Lachaim. Voilà, Chozrim Lachaim, c'est beau. Voilà, et donc ça c'est le nom du nouveau service qui est dédié à la rééducation. Et je viens de regarder un petit peu les patients. Il y a pour l'instant une trentaine de patients entre 20 ans et 60 ans qui ont des fractures et des dossiers très très lourds et des amputations bien sûr, des problèmes vasculaires assez graves. Voilà, ça c'est. Et puis dans le début du mois, il y a eu des places qui ont été faites dans les services de réanimation. Oui. Avec tous les patients qui étaient en rééducation et qui étaient un peu moins graves, etc., ont été tout de suite envoyés dans d'autres services. Et ça a été immédiat dans les jours qui ont suivi. Voilà. Est-ce que vous avez assez de moyens et de personnel soignant? Je pense que les équipes sont au maximum en ce moment. Je sais qu'il y a eu un mois très difficile dans tous les services de chirurgie, ouais. Notamment en orthopédie, en chirurgie vasculaire. Après, les équipes sont là à 100%, il n'y a aucune discussion, les gens, tout le monde bosse à fond, donc il n'y a pas de... Voilà. Après, il y a eu des bénévoles qui sont venus, je sais, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils nous ont aidés au travail. Il y a beaucoup de bénévolats qui aident au fonctionnement global du service. Après, je crois que les chirurgiens bossent vraiment nuit et jour, les réanimateurs aussi ont beaucoup donné. Il y a cette envie collective de travailler, d'être très très résistant. C'est aussi, ça fait partie de l'identité israélienne. Vous me racontiez en coulisses de cette interview qu'en fait il y avait des étudiants américains qui étaient repartis chez eux et qui ont été rappelés pour revenir. Ils sont en train d'étudier la médecine et donc là ils sont revenus et voilà, oui, la vie continue. Ouais, on m'a dit ils m'ont raconté qu'ils avaient une bonne petite pression pour revenir aider, etc. Et qu'ils pourront pas valider leur dossier s'ils reviennent pas, etc. Donc oui, tout le monde est sur le pont, même les étudiants. Et on continue l'enseignement, on continue les soins secondaires. Donc ça, en fait, il y a un truc qui est très bizarre pour moi en Israël en ce moment, c'est le silence. Pour qui a déjà conduit sur une route israélienne, ça klaxonne en permanence. Et là, plus personne ne klaxonne. Et en fait, au travail, il y a quand même un grand silence. C'est-à-dire, dans les réunions, on sent quand même... Il y a une forme de malaise, de pesanteur à tout niveau. Et il y a beaucoup plus de silence. C'est ça qui on comprend. Ça bosse. Oui, ça bosse. Et ça bosse. Oui, c'est exactement le genre de témoignage que nous avons à la rédaction de Radio J aussi. C'est ce silence et ce calme partout. Peut-être qu'on peut parler rapidement de la collaboration entre les différents hôpitaux. Vous avez des confrères qui travaillent dans des services d'urgence. Il y a des blessés qui arrivent par hélicoptère. Comment se passe cette collaboration? Alors, au début, les hôpitaux du Sud et du Nord, ceux qui ont été aux frontières, en fait, ont été tout de suite complètement surchargés, ont assuré les premiers soins de réanimation, etc. Et nous, on a eu les patients dans un second temps, en fait, dans la 2e semaine, 3e semaine, notamment les amputés avec toutes les complications, soit rénales, soit rééducation, soit orthopédiques. Donc, ils sont venus plutôt dans un second temps dans les hôpitaux du centre. Et là, actuellement, c'est un petit peu différent parce que ceux qui arrivent, en fait, directement de Gaza sont répartis entre les hôpitaux et arrivent en hélicoptère. Et justement, on parlait avec ma collègue qui est en radiologie. C'est compliqué pour nous, encore plus en tant que Français, c'est que c'est pas du tout les mêmes lésions que d'habitude. En fait, on se retrouve à regarder, ma collègue racontait on se retrouve à regarder des scanners de gens très très jeunes, à rechercher des choses dont on n'a pas à regarder où est rentrée la balle, sur quel organe elle a percuté, avoir des complications beaucoup plus dures. Et je me suis retrouvée moi-même en larmes le premier jour où j'ai vu ce jeune amputé avec un chirurgien très expérimenté qui est rentré en même temps que moi et qui lui a dit « Surtout ne me dites pas merci, mais c'est à nous de vous dire merci parce que vous avez défendu nos enfants. » J'ai vu ce jeune gosse de 20 ans dans le lit, je suis partie en pleurant. C'est sans jambes, voilà, et qui avait mal.
Donc, on a enfin, c'est un peu difficile comme ça. Bon, après, voilà, ça dure 5 minutes et puis on est tous dans l'action et ça passe. Mais voilà, c'est ça, en fait, le quotidien. C'est des choses qu'on n'oubliera pas et que vous n'oublierez pas et qui sont des marqueurs pour la vie. Alors, vous avez eu recours à une des crèches Viso mise en place pour le personnel hospitalier depuis le 7 octobre. Comment s'est déroulé l'accueil de votre fils? On nous en a parlé. La présidente de la Viso France, Nathalie Riuguez, nous avait expliqué à ce même micro que ils avaient ouvert des crèches dans les hôpitaux pour le personnel soignant, justement. Alors, je sais pas, c'est parce que je suis une jeune mère ou c'est parce que j'en ai qu'un, mais pour moi, ça a été super éprouvant aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que les premiers jours, on les a confiés aux grands-parents, puis après, c'était quand même fatigant. Enfin, je les confiais aux grands-parents. Après, c'était quand même fatigant, et puis il avait perdu sa routine complètement. Donc, mon fils a 1 an et demi, et c'était quand même compliqué de courir plus tôt du travail, de laisser à mon mari qui devait aussi travailler. Et finalement, on a quand même peur que l'économie tombe, donc il fallait quand même qu'il travaille aussi. Enfin, c'était au début très, très dur de se concentrer déjà pour travailler, après de gérer le petit à la maison. Et donc, on a eu la chance à l'hôpital. Au début, j'ai eu peur de l'hôpital aussi parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait les laisser. Et puis, au bout de quelques jours, on a été très bien rassurés, très bien pris en charge. On nous a dit, vous inquiétez pas, posez-le. Donc, c'était une expérience aussi un peu traumatisante en tant que mère. Poser mon enfant à quelqu'un que je ne connais pas, lui mettre une étiquette sur le t-shirt avec son prénom pour pas qu'on oublie de l'appeler, parce qu'il ne parle pas encore. Et le laisser dans un endroit. Donc, on a eu de la chance. Mais au total, il avait été dans 5 jardins d'enfants en 3 semaines. Mais avec toujours des équipes extraordinaires, des femmes qui étaient super heureuses de revenir bosser, qui se sont très très bien occupées de lui, et je l'ai vu souriant au début, mais c'est vrai que ça a été un stress énorme de le déplacer, à un moment il y avait les alertes, donc il fallait un endroit protégé parce qu'elles ne peuvent pas bouger les enfants rapidement. Bon, maintenant il a retrouvé sa routine avec son équipe habituelle à Tel Aviv. Mais on a été obligé de le mettre sous une synagogue dans un endroit protégé où ils peuvent pas sortir dans le jardin. Donc, il est tout le temps enfermé. Les horaires sont aménagés et il sort plus tôt, c'est ça? Voilà, il sort plus tôt, il y a moins d'heures, il y a moins d'équipes, la nourriture c'est compliqué, voilà, tout est un peu stressant, mais c'est un détail par rapport à ce que vivent d'autres familles, bien sûr, mais c'est vrai que ça change un peu le quotidien. Ouais. C'est sûr. Dans votre hôpital, il y a beaucoup de médecins et de personnel soignant arabes. C'est même un exemple en la matière en termes de travail en commun. Est-ce que cela a engendré des situations délicates depuis le 7 octobre ? Dans mon service, il y a une excellente ambiance et les équipes arabes et les équipes juives ont toujours travaillé dans une très bonne ambiance. Vraiment, c'est un des services qui est connu pour ça. L'hôpital veut être le phare du travail en commun. Honnêtement, je travaille avec des équipes excellentes. Après, c'est pas facile parce que il y a eu des silences. On n'en parle pas. Quand on en parle, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas en parler. Encore une fois, c'est ce silence qui est pesant. Peut-être qu'à moi, à titre personnel, pourtant, je suis la plus à gauche possible, etc. J'aurais voulu entendre tu sais, on est désolé pour ce qui vous arrive. Je pense aussi que les Arabes israéliens se sentent concernés, enfin touchés aussi en tant qu'Israéliens, et que c'est pour ça qu'en fait, peut-être c'est un peu bête d'attendre que un Arabe israélien vienne me dire quelque chose, parce qu'en fait, lui aussi, il est dedans, en fait. Et mon collègue, le bureau, il est derrière moi. Donc, mon collègue, Roussam, s'assoit derrière moi. Et lui aussi, il a pleuré. Bien sûr. Après, on parlait plus de la situation avant. Maintenant, il y a un grand silence quand même. C'est un peu mal. Est-ce que justement, en tant que franco-israélienne, parce que c'est ce que vous êtes, même si vous êtes arrivée dans le pays à 6 ans, est-ce que vous vous sentez concerné par ce qui se passe chez nous en France, et comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Je parle de la situation politique. Vous disiez que vous étiez de gauche. Alors moi, je me sens tout à fait française. En fait, moi, j'ai juste rajouté un truc avec mon alia, mais j'ai pas. Pour moi, je suis évidemment française. Et d'ailleurs, pour les Israéliens, je ne suis que française. Ah oui. Ça, je sais qu'on met du temps. Oui. On reste à Tsofatia longtemps. J'ai aucun problème avec mon identité, ni française ni israélienne. Je l'assume complètement. Oui, je suis en permanence rivée sur ce qui se passe en France, sur ma famille, je suis inquiète. J'ai beaucoup regardé ce qui s'est passé avec la manifestation et la présence de Macron, etc., bien sûr.
bien sûr, bien sûr. Et on nous en parle beaucoup, et les Israéliens ont une vision assez négative de l'antisémitisme en France. Donc oui, c'est un sujet très, très fort, très, très inquiétant. Bien sûr. Merci beaucoup, Jessie, de votre témoignage. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Vous avez changé d'hôpital il y a peu de temps. Vous étiez à Irilov avant. Est-ce que, personnellement, vous êtes contente aujourd'hui de ce changement? Est-ce que l'hôpital, la structure vous plaît en dehors de cette période qui est vraiment pas évidente? Ouais. C'est un hôpital, je peux le dire parce que c'est pas moi qui ai contribué, c'est le 11e hôpital dans le monde. C'est le chiffre qui publie, donc c'est pas moi, hein, mais donc c'est génial d'être au contact avec des personnes qui publient des articles qui sont super intéressants, etc. Et là, à titre personnel aussi, nous entoure beaucoup. On reçoit des mails pour savoir comment on va, est-ce qu'on peut faire du sport, comment on mange pendant la guerre. Ils nous ont proposé d'aller cueillir des agriculteurs pendant notre temps de travail. Oui, donc en fait, des missions bénévoles, alors même que vous êtes quand même au front en tant que médecin, on vous propose des missions autres qui sont aussi des missions à l'extérieur. C'est intéressant, ça. C'est bien, c'est sympa de savoir qu'on fait partie d'une espèce de grande famille qui va s'agiter pour le bien. Voilà, le don du sang, c'est juste à côté, donc on peut aller donner son sang quand on veut à côté. Enfin, je suis super fière de pouvoir contribuer un petit peu comme ça, même si j'ai l'impression de rien faire. Mais je crois que vous faites beaucoup. Vous faites beaucoup. Et vous faites beaucoup dans la communication également, et voilà. Merci donc, infiniment. On vous remercie du fond du cœur. On est avec vous. On est avec votre fils. On est avec toute votre votre service et toutes les équipes qui vous entourent. Vraiment un grand merci pour ce témoignage et qui montre encore une fois montre encore une fois la résilience et le travail, en fait. Hein. Les Israéliens ne se sont jamais arrêtés de travailler. Voilà, et continuent. Alors, vous êtes Jessie Awizerat, je pense qu'il faut le redire, et vous êtes néphrologue, donc à l'hôpital. L'hôpital de Tel HaShomer. Voilà. Une info à nous donner. Oui, alors donc Viso France est toujours très très mobilisé, bien évidemment. On a fait beaucoup d'événements et vous avez eu l'occasion d'en parler sur vos matinales autour des enfants. Avec Nathalie Rihuguez. Avec notre présidente Nathalie Rihuguez, comment s'adresser aux enfants. On a aussi organisé des événements au sein de Viso Aviv. Et il faut noter que tous les vendredis, on se donne rendez-vous à 12h30, place du Trocadéro, pour soutenir les otages. Donc, c'est des rassemblements pour la libération de tous les otages. Et on a appelé ce rassemblement donc hebdomadaire les Mères de l'Espoir. Voilà. Et c'est à l'image des Folles de Mai qui se présentaient en Argentine sur la place de Mai pour avoir des nouvelles de leurs enfants. Là, c'est pour les otages. Et bravo et merci à la Viso de le faire. Merci Coralie et à très vite sur Radio J. À très Au revoir, bientôt. merci.